c'est-à-dire pas de la ferraille volante, quoi. Et il est évident qu'il y en a. Je dis, par exemple, quand vous prenez, je me rappelle vaguement d'un cas au Japon il y a 30 ans, où vous avez carrément des petits bonshommes qui traversent toute la maison devient verte, lumineuse verte, et vous avez des petits bonshommes qui descendent dans la maison devant toute la famille, vous voyez. Et en plus, l'OVNI qui se met le luxe de traverser la maison au départ. Bon, il est clair que là, c'est pas de la ferraille qui se balade dans notre monde matériel, hein, je veux dire, il faut être clair. Mais en même temps, on est quand même devant quelque chose de hautement perçu par tous les témoins. Dans d'autres cas, comme vous dites, c'est seulement certains témoins qui voient, d'autres pas d'autres. Donc moi, je dirais que... et ne voyez pas chez moi du jésuitisme. Les amis ici savent que je suis plutôt du genre carré à rentrer dans l'art. C'est pour ça que je dis que vous pouvez le faire aussi en retour. Hein. Et donc il n'y a aucun jésuitisme, je vous parle cru. Moi je pense qu'en fait, personne ne détient l'unique vérité en la matière, mais qu'en même temps, tous les ufologues, même ceux qui paraissent le plus étranges dans leurs analyses des faits, ont raison. C'est-à-dire que je dirais, des gens comme Jean Sider ont raison, des gens qui sont comme l'astrophysicien Jean-Pierre Petit qui voit que tôt les boulons ont raison aussi, etc. Je pense qu'il y a de tout. C'est-à-dire que je me ramène à la phrase de Shakespeare, je ne suis pas assez cultivé. Il n'existe plus de choses entre le ciel et la terre que ton esprit ne peut en concevoir, je crois que c'est ça. Voilà. Pardon? Il y a plus de choses dans le ciel et la terre que dans le ciel. Ah oui. Et vous voyez bien que les passionnés physiques sont incultes. Vous en avez la preuve. Et alors on me demande de conclure. Hein. Vous être sûr de leur technique en regardant leurs enjeux. Je dirais que c'est comme les passionnés de bagnole, vous voyez. Si on leur montre un nouveau modèle au salon de l'auto, on vient d'enlever le truc, un passionné de bagnole, il verra tout de suite une diesel, une turbo, etc. Eh bien, pour les ovnis, tôt les boulons, uniquement eux, hein, j'insiste. Moi, je vous dis, sans être vaniteux, vraiment, honnêtement, pour la plupart d'entre eux, comme les passionnés de bagnole, bon, j'ai pas la marque, je dirais pas c'est une Ferrari F40 ou autre, hein, mais je peux dire, ça c'est du diesel, ça c'est du... Vous voyez, c'est assez facile à voir, ne serait-ce que par la structure de l'engin, le type de lumière qu'il émet, s'il a des phares pulsés, enfin phares c'est une image, c'est pas des phares en réalité, mais s'il a des lumières pulsées tournantes ou non, etc., ça définit immédiatement son type de propulsion. Par exemple, si vous avez des lumières pulsées qui oscillent sur l'équateur de l'OVNI, comme l'engin qu'on a vu au Mexique, la filmé en infrarouge, qui ne sont pas des torchères, je veux dire le type qui affirme ça, qui dit que c'est des torchères. Alors je précise pour une fois, je vais être totalement affirmatif avec l'autorité du scientifique. Mes recherches ont porté, et mes découvertes ont porté sur l'optique non linéaire et l'iconique. Donc je suis un expert, un vrai en iconique. Un vrai de vrai. Alors, je peux vous dire que j'ai analysé pendant des heures cette fameuse vidéo, soi-disant des torchères. Les types qui ont dit ça, si c'est des scientifiques, vous les virez du labo tout de suite, ils sont totalement incompétents. Si c'est des non-scientifiques, vous leur dites, bon, restez un peu en dehors de l'enquête parce que vous n'y connaissez rien. Parce que je peux vous dire que quand on analyse l'image infrarouge, je peux vous dire que d'abord l'infrarouge a un immense avantage, j'ai oublié de vous préciser que l'infrarouge permet de voir les champs magnétiques. Pour une raison très simple, c'est que tous les champs magnétiques à haute énergie dans ces domaines de fréquence émettent des photons infrarouges. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas dite. La physique classique, la plus classique. Deuxièmement, quand on observe l'engin, il s'agit à l'évidence d'un engin gigantesque, un seul engin et non pas plusieurs véhicules, qui est en déplacement. Donc, je vous rassure, pour les passionnés d'ufologie, pour moi, soit c'est de l'ignorance de parler de torchères à 50 km de là, soit c'est du debunking pur de la pire espèce, à peu près du même niveau que les crop circles sont faits par des hérissons en rut. Alors je veux bien, mais je vais vous révéler un grand secret, on vous a menti, c'est bien des hérissons en rut, mais mathématiciens, j'ai oublié de préciser. Un mathématicien, on vous a menti. Non, ces deux éléments, ces deux éléments, monsieur me demande si le fait qu'il puisse être intraterrestre, c'est simplement une croyance de ma part, ou une préférence ou pas. Alors je dirais non, parce que j'ai aucune préférence. À la limite, je préférerais qu'il n'y ait pas de squatter dans le sous-sol, hein, mais enfin, c'est comme ça. C'est simplement qu'il y a deux éléments. Il y a les témoignages de l'amiral Byrd. Je ne parle pas de ses carnets, on pourra toujours dire est-ce qu'ils ont été trafiqués ou non. Je vous parle de témoignages qu'il a fait à ses intimes. Et la deuxième témoignage que je peux donner, c'est celui de Paul-Émile Victor. Parce que je vais vous donner un petit détail familial. Il se trouve que quand j'étais enfant et adolescent, nous allions dans une petite pension dans les Vosges qui s'appelle le Zundelkopf au Rewald. Et il se trouve que Paul-Émile Victor, tous les Noëls, il est passé là-bas. Quand il n'était pas en mission arctique, hein, pour Antarctique. Et alors il se trouve que Paul-Émile Victor, qui
connaissait ma famille, me portait sur ses genoux à l'époque. C'était un type hyper sympa. Et alors, il se trouve que plus tard, j'ai eu l'occasion parfois de lui poser des questions sur ces expéditions arctiques, et il se trouve qu'en 68-69, j'avais entendu parler des témoignages de Byrd, sur ce qu'il avait observé. Et j'avais demandé à Paul-Émile Victor, je crois que c'était en 68, je lui avais dit, mais est-ce que tu as vu des choses comme ça en Antarctique? Et il m'a dit oui. Et il m'a dit, comme il a très bien connu l'amiral Byrd, dans sa jeunesse, il l'a rencontré, et il m'a dit, ce qu'a dit Byrd est tout à fait vrai, parce qu'il paraît que Byrd était un homme d'une intégrité et d'une droiture parfaite. C'était le type même, l'officier de la Navy, vous voyez, droit comme un i. Donc, quand Byrd disait quelque chose, c'était pas le genre imaginatif, c'était pas le genre mytho, c'était pas le genre, vous voyez ce que je veux dire, c'était plutôt le genre minimaliste, le type. Et Paul-Émile Victor m'avait dit, Byrd dit la vérité. C'est très intéressant. Or, ce que dit Byrd suppose des civilisations extraterrestres, c'est clair. C'est limpide même. Parce que quand Byrd voit émerger au niveau polaire dans des déclivités peu visibles, qui sont perceptibles que par des cartographes expérimentés, une déclivité qui va vers le centre, ou à un moment vous passez d'un soleil à l'autre, un type qui a la culture scientifique de Byrd, j'ai tendance à lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que les théories d'un intérieur ne sont pas aussi idiotes qu'il y paraît. Mais je ne peux dire que peut-être. C'est pour vous dire simplement que ce n'est pas une préférence ni une croyance, moi je m'en fous. C'est simplement que j'ai été extrêmement ébranlé et troublé par des témoignages comme celui de Paul et Victor qui est indirect, c'est-à-dire qui confirme le sérieux de Byrd, qui confirme que lui a vu des trucs sans vouloir me dire quoi d'ailleurs, parce qu'il a dit je suis tenu par le secret. Quoi. Et il faut pas oublier que c'est le gouvernement qui paye ces expéditions, et le fait que l'amiral Byrd est digne de foi. Voilà, c'est tout, je ne peux pas dire plus. Là on n'est pas dans le domaine des sciences, on est dans le domaine de simplement la bonne foi. Voilà, c'est tout. Voilà, ça répond à votre question. Je voudrais présenter trois ouvrages, trois documents qui viennent de sortir. Alors, nous avons le premier livre qui vient de sortir qui s'appelle Des extraterrestres capturés à Varginha au Brésil, donc par le docteur Roger Kahler. Ça vient de paraître, c'est traduit par M. Gildas Bourdet aux éditions Le Mercure de Fillois, voilà une nouveauté. Ensuite, un document très intéressant qui vient d'être publié par Le Sceau et en même temps Bruno Boustet, qui est un rapport d'enquête très détaillé sur l'affaire D, l'affaire qui remonte à 1955, qui s'est déroulée dans l'Hérault. Donc ça vaut, c'est très intéressant. Et il est à la dernière publication, qui est donc la revue Lumière dans la nuit, le numéro 365 qui vient de sortir aussi. Nous avons plusieurs sujets qui valent le coup d'être lus, qui sont tout intéressants. Gildas, un petit mot peut-être? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de dire que Gildas en parlera évidemment au mois de janvier avec la prochaine intervention. Voilà. Il sera dans les grandes librairies en janvier. Tout le monde pourra le lire, il sera disponible.